Cet objectif, c'est d'être cyber-résilient, de permettre aux entreprises d'avoir une philosophie de résilience qui leur permette de redémarrer facilement et de redémarrer proprement et correctement. C'est ce pourquoi, aujourd'hui, je me bats. Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par Silicon.fr en partenariat avec Splunk, une entreprise de Cisco. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Résilients. Dans cet épisode du podcast, nous allons parler de cybersécurité et de résilience à la lumière de l'expérience d'un géant mondial des services d'infrastructure informatique. Comment trouver un langage commun des métiers au COMEX? Comment opérer avec la même philosophie dans plus de 60 pays? Quelles responsabilités personnelles pour les RSSI? Toutes ces questions, nous allons les poser à notre invitée Sandra Maury, CISO de Kyndryl France. Bonjour Sandra. Bonjour Bertrand et bonjour Audrey. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de vous voir en réalité, parce que j'ai cette chance et ce plaisir, c'est d'être virtuellement avec vous. Merci beaucoup. Et évidemment, toujours là, la voix éternelle des résilients, celle d'Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager de Splunk, une filiale de Cisco. Salut Audrey. Salut, bonjour à vous deux. C'est désormais une tradition Audrey, on commence par une histoire de résilience, une histoire que vous allez pouvoir commenter Sandra. Alors, je vous emmène le 7 mai 2021. Nous sommes sur la côte est des États-Unis. Le soleil se lève sur une journée printanière ordinaire. Mais dans les bureaux de Colonial Pipeline, l'ambiance est glaciale. Sur un écran, une demande de rançon vient d'apparaître. En un clic, 9000 km de pipeline qui transportent 45% du carburant de la zone viennent d'être paralysés. Ce n'est plus du code informatique, c'est une artère vitale de l'Amérique qui vient de faire un infarctus. Le plus fou dans cette histoire, Sandra, ce n'est pas la complexité de l'attaque. Ce n'est pas un commando d'élite qui a infiltré un bunker, c'est un simple mot de passe. Un compte VPN oublié sans double authentification. Une seule porte mal fermée a suffi pour faire basculer un géant. On réalise soudain que la technologie la plus avancée du monde ne vaut rien si le maillon humain n'est pas au cœur de la stratégie. Sandra, en tant que CISO d'un leader comme Kyndryl, qu'est-ce que ça vous évoque et comment on fait pour protéger des infrastructures critiques quand on sait que l'ennemi, en fait, n'a besoin que d'une seule petite erreur humaine parfois pour entrer ? Alors, c'est ce que j'ai découvert moi dans mon métier. Le plan A, évidemment, c'est de protéger son système d'information, mais le plan B, c'est de savoir le redémarrer et de savoir faire face à une crise. Voilà. Donc, quelle que soit l'entreprise, quel que soit l'environnement qu'on puisse avoir, il faut être préparé. Voilà, se préparer, c'est pas que des outils à mettre en place, c'est une discipline d'entreprise. On repart dans cette histoire, elle continue, elle va sortir des écrans. En quelques heures, la panique s'empare des stations-service. On voit des gens remplir des sacs plastiques d'essence, les prix s'envolent, les avions sont cloués au sol. Le gouvernement américain doit déclarer l'état d'urgence. Pour la première fois, le citoyen lambda comprend que la cyber, ce n'est pas juste une affaire de serveur dans une cave, c'est le chauffage de sa maison, c'est le plein de sa voiture. La frontière entre le monde virtuel et la vie réelle a définitivement explosé. Sandra, chez Kyndryl, vous gérez les fondations technologiques de clients au niveau mondial. Est-ce que cette pression de l'impact réel sur la vie des gens, c'est quelque chose qui définit aussi votre métier aujourd'hui? Oui, c'est un discours qu'on doit avoir à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va parler de cyber, on va s'adresser aux CTO pour qu'ils comprennent l'impact. On est dans un monde numérique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on avait avant en mode papier, tout ce qu'on avait avant en sécurité physique, parce qu'avant les entreprises étaient protégées d'un point de vue sécurité physique, doit avoir son pendant sur la partie sécurité informatique. Voilà. C'est très simple. Vous rentrez dans votre maison, vous posez vos clés de votre maison, vous êtes rentré, les clés de votre maison, vous n'allez pas les laisser à l'extérieur dans la rue. Les clés de votre maison, vous allez les poser à un endroit sécurisé, soit dans une petite boîte sécurisée, ou soit sur votre table ou dans votre boîte à clés, entre guillemets. Voilà. C'est quelque chose qu'on a oublié quand on parle d'informatique et du monde numérique. En fait, on va exposer ces données critiques, on va exploser ces secrets. Vous parliez d'un mot de passe qui avait été oublié. Mais c'est très simple. Les gens ont perdu la notion de sécurité sur un mot de passe. Le mot de passe, c'est votre clé. C'est la clé qui vous permet de rentrer dans votre maison. Cette clé-là, vous devez en être
propriétaire, accountable et vous devez la gérer correctement. Voilà. Parfois, c'est pas suffisant. On va dire qu'une clé et qu'un mot de passe, aujourd'hui, dans le monde de la sécurité informatique, c'est pas suffisant. On parle d'autres processus de zero trust, de multifacteur authentification qui permettent de bypasser ces petits problèmes de clés, on va le dire. Mais ça n'empêche que l'humain est au cœur de tout ça et l'humain doit comprendre que l'informatique, que cette révolution numérique qui est arrivée, eh bien, il faut qu'il l'intègre dans sa sécurité. On a sécurisé les maisons, les entreprises physiquement. On a des lois, des réglementations, mais on n'a pas pensé à la partie sécurisation informatique. On se sert du numérique comme on se sert d'un outil qui n'a pas de valeur. Alors qu'aujourd'hui, cet outil, comme vous le disiez, en fait, les personnes sont allées faire le plein de leur voiture, les avions sont cloués au sol. C'est l'impact, en fait, tout ça, d'un simple petit problème numérique, en fait. Et on arrive à l'épilogue de cette histoire. C'est une leçon un peu brutale pour Colonial Pipeline qui va payer la rançon de 4,4 millions de dollars pour obtenir la clé de déchiffrement. Mais en fait, la clé est si lente que l'entreprise doit restaurer ses propres sauvegardes de toute façon. Ils ont compris dans la douleur que payer ne règle rien. La vraie victoire, c'était pas d'avoir empêché l'attaque, mais c'est d'avoir été capable de reconstruire le système pièce par pièce pour relancer la machine. Et donc Sandra, ce podcast, c'est sur la résilience. En tant que CISO de ce grand groupe Kyndryl, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et je pense que oui, que votre travail, c'est pas de promettre que ça n'arrivera pas, comme vous le disiez un petit peu plus avant, mais c'est vraiment de garantir qu'on va pouvoir se relever de ce type de problème. Exactement. On a eu dans un premier temps, dans le monde du numérique, les premières problématiques que l'on a eues, c'était des problèmes de panne informatique sur les systèmes, donc des data centers qui tombent en panne ou des data centers qui brûlent, parce qu'on en a déjà eu, qui ont brûlé, on va se le dire. Voilà, donc c'est une perte d'information, c'est une perte de données. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, le premier impact que l'on a en sécurité, que l'on a sur la disponibilité des systèmes, c'est la partie des attaques de cybersécurité. On a résolu le problème de panne informatique, on a résolu le problème de data center qui étaient défaillants. On a des data centers qui sont miroirs du premier data center, des DRP, mais on n'a pas résolu le problème de panne informatique. C'est des sujets qui me parlent bien sur la partie disponibilité. Vous savez, en sécurité, on parle de 3 points importants. On parle de la disponibilité des systèmes informatiques et de notre donnée, de nos applications. On parle aussi de la confidentialité, parce que quelque part, quand vous avez un attaquant, vous auriez pu aussi dire que la compagnie s'était fait voler ses secrets, ses informations, sa manière peut-être de faire un carburant meilleur que les autres. Voilà. Et on parle aussi d'abîmer la donnée. Voilà. On peut aussi abîmer cette donnée et on aurait pu, par exemple, tronquer la recette de l'essence, entre guillemets, et faire qu'en fait, les avions restent coulés au sol parce qu'en fait, malheureusement, ils sont tous abîmés à cause d'une mauvaise recette, on va dire. Voilà. Donc, c'est des sujets aussi qu'il faut traiter en parallèle. Vous imaginez même pas avoir un accès à votre banque et ne pas pouvoir voir le montant qui vous reste sur vos comptes en banque. Vous n'imaginez même pas aller faire vos courses dans un supermarché et ne pas pouvoir payer et repartir avec votre caddie à la fin de vos courses. Voilà, c'est des sujets qui sont au cœur de notre vie, en fait, de tous les jours. Merci beaucoup Audrey pour cette histoire et merci Sandra pour vos commentaires. Sandra, vous avez eu une forme d'eureka de CISO et vous l'avez eu lors d'une crise en 2020. Est-ce que vous pouvez nous la raconter en quelques mots ? Alors oui, en fait, en 2020, dans mon rôle de CISO, pour moi, c'était protéger les systèmes informatiques de mes clients, m'assurer qu'ils étaient auditables, sécurisés, qu'on pouvait éviter les attaques cyber. Oui, c'est toujours le cas. Mais en fait, en 2020, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on a eu une grosse attaque cyber chez un de nos clients. C'était un dimanche soir, je me rappelle très bien. Je ne citerai pas le jour, le nom du client ou ce qu'il en est. Le téléphone sonne et on se rend compte qu'on commence à avoir des premiers comportements extrêmement bizarres sur les systèmes informatiques. Les équipes de production m'appellent et me disent « Sandra, je comprends pas ce qui se passe ». Donc le « je comprends pas ce qui se passe », c'est un peu la tête dans tous les ciseaux où on se dit « Tiens, le message n'est pas clair et la propagation commence à être importante, donc on lance tout de suite l'alerte. Dans les quelques minutes qui suivent, on ouvre la cellule de crise et on prend une décision majeure d'isoler complètement les systèmes du client. Et on travaille évidemment, c'est quelque chose qui se fait en parallèle avec le client. Donc on va dans un premier temps commencer à travailler sur un mode dégradé des applications du client, parce que l'objectif c'est quand même de maintenir une activité et de maintenir la fonctionnalité principale du client, donc ses applications vitales. Donc on commence à travailler sur un mode dégradé. En parallèle, on commence à faire les investigations, parce qu'en fait il faut comprendre par où est rentré l'attaquant et comment est-ce qu'il a pu encrypter les données des systèmes. Et dans une troisième phase, mais qui commence aussi dès le début, on commence à se dire comment est-ce qu'on va restaurer les systèmes. Voilà. Et c'est là où j'ai rencontré les premières équipes de résilience, dont le métier,
c'est la restauration des systèmes. Et je me suis dit, incroyable, ces équipes-là, ils sont là, c'est un peu des firefighters de la résilience, et leur métier, c'est la restauration des données. Alors, c'était de la pure résilience, donc en fait, nous, dans notre ADN, avoir des sauvegardes, ça fait partie de nos basiques, en fait, de tester nos sauvegardes et de s'assurer qu'elles sont là, ça fait partie de nos basiques. On a eu de la chance parce que ce client, son système d'information, c'était pas un gigantesque plat de spaghettis dans lequel, quand vous tirez une application, vous avez l'intégralité du plat qui arrive et donc la restauration par application vitale est tout à fait impossible. Donc là, on avait déjà un travail qui avait été fait au niveau de l'infrastructure informatique et les applications vitales avaient été identifiées et classifiées. Donc on a pu très vite commencer à faire ce travail de restauration, mais le travail de restauration ne peut pas commencer tant qu'en fait le travail d'investigation n'est pas terminé. Parce que l'objectif, c'est de restaurer vite, mais de restaurer bien. C'est-à-dire qu'en fait, s'assurer que quand on va restaurer, on a bien mis en place les mesures compensatoires pour protéger le système d'information de manière à ce que l'attaquant ne puisse plus rentrer chez nous. Voilà, c'est ces premières choses qui m'ont fait dire que la résilience était quelque chose d'important. La perte, démarrer des applications vitales en mode dégradé, mais quel dommage, alors qu'en informatique, on a la capacité aujourd'hui de ressusciter une donnée, ce qu'on n'a pas dans notre monde à nous. On peut pas ressusciter quelqu'un qui est décédé. En informatique, on peut ressusciter une donnée à 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, plusieurs mois. Cette capacité-là, il faut pouvoir s'en servir. Donc, on s'en sert pour analyser, c'est-à-dire qu'en fait, on va restaurer les données au jour, au mois, pour arriver à trouver quand est-ce que l'attaquant est rentré, pour analyser tout le comportement de l'attaquant, qui a pu effacer les traces au fur et à mesure. Donc, on va identifier le jour, le patient 0 et le jour de l'attaque. On va restaurer les systèmes d'information à partir de ce jour-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une profondeur de perte de données qui sera du jour où l'attaquant est rentré jusqu'au jour où on commence la restauration. C'est assez énorme sur la capacité, sur la quantité de données qui peuvent être perdues pour une entreprise. Voilà. Donc, c'est ces sujets-là qui m'ont fait dire qu'en fait, on avait quelque chose à faire au niveau de la résilience et on avait quelque chose à redémarrer au niveau de la cyber-résilience. Voilà. Ça, c'est un point très important. Quand on a démarré Kyndryl, on s'est dit, il faut absolument qu'on travaille la sécurité, la cybersécurité et la cyber-résilience en même temps, qu'on les mette ensemble. Voilà. On avait un data center chez nous, la plus grosse équipe de résilience d'Europe, un data center entièrement dédié à la résilience. Et on s'est dit qu'on pouvait facilement trouver des solutions avec nos partenaires pour résoudre ce problème-là. Si on est cyber-résilient, on n'est plus impacté par le manque d'indisponibilité des systèmes à cause d'une attaque cyber. Votre société qui fournissait du fuel aux États-Unis n'aurait absolument eu aucun impact sur la production de ces systèmes et sur la livraison de ces systèmes physiques. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vision de la sécurité et de la résilience à l'issue de cette expérience ? Ce qui a changé dans ma vision, en fait, c'est très simple. C'est 3 axes principaux. Le premier axe, c'est éviter le mode dégradé, puisqu'en fait, on peut aujourd'hui ressusciter les systèmes d'information. C'est assez simple de redémarrer une application vitale d'un client dans un environnement sécurisé et logiquement déconnecté de l'environnement affecté. C'est en fait un coffre, c'est assez simple. C'est comme si vous aviez une maison, d'accord ? Et vous avez un voleur qui se trouve dans votre maison, ok ? Et le coffre dans lequel vous avez mis vos données n'est pas dans votre maison et n'est pas accessible aux voleurs. Voilà. Et vous êtes en capacité de restaurer votre maison dans une 5e dimension, on va dire, avec vos données et de pouvoir les réutiliser rapidement. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut faire en informatique. Pourquoi ne pas le faire en cas de crise cyber ? Donc en fait, ce qui est né de ça, c'est ce fameux Cyber Vault où en fait, on va pouvoir stocker les données de nos clients, on va pouvoir les analyser, s'assurer que la donnée n'a pas été abîmée, qu'elle n'a pas été impactée, et pouvoir en fait la redémarrer dans un environnement logique externe. L'environnement logique, il peut se retrouver même au sein de la maison, c'est juste une histoire de logique en fait. On n'est pas comme sur un problème physique d'un data center qui brûle, là on est sur un problème logique. Il faut juste être déconnecté du réseau du système du client qui lui est infecté en fait. C'est vraiment une bulle sécurisée dans laquelle on va redémarrer les applications vitales du client. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, d'un point de vue analyse, quand on va faire les investigations, on va devoir redémarrer beaucoup de systèmes en fait. On va devoir redémarrer beaucoup de VM pour analyser quand est-ce que l'attaquant est rentré dans nos systèmes. Et cette analyse prend énormément de place. Donc on a très peu de moyens aujourd'hui dans les SI des clients pour avoir redémarré des VM qui ne sont pas utiles. En fait, c'est des VM de test. En fait, on va redémarrer ces VM, on va les analyser et on va les lâcher. Donc on a dû se restreindre, nous, dans l'analyse, dans les investigations, parce qu'en fait, ça prend énormément de place et ça a besoin d'une structure spécifique. Donc pourquoi ne pas monter, c'est ce qu'on a fait dans nos data centers, un environnement entièrement dédié et aussi pareil isolé pour pouvoir restaurer les VM infectés et les analyser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser l'impact
de l'attaquant, ça va être un ransomware ou quel que soit le type d'attaque. On va pouvoir analyser dans une zone sécurisée les méthodologies employées par l'attaquant de manière à pouvoir pondre un plan d'action dans la sécurisation du système pour redémarrer les environnements. C'est pareil, quand on parle de redémarrer les environnements des clients, en fait, on a plein de solutions aujourd'hui pour redémarrer un système rapidement ou très lentement. On peut avoir des systèmes qui sont up and running, c'est-à-dire en fait comme une seconde maison, comme on le disait tout à l'heure, en fait, qui est en attente, et on attend juste de pouvoir mettre l'électricité pour que la maison redémarre. Voilà. Ou on peut avoir des systèmes qui sont déportés de sauvegarde, ou dans ce cas-là, c'est vraiment les sauvegardes les moins chères et qui vont prendre le plus de temps à démarrer. Vous vous rappelez les bandes qu'on avait quand on était jeune et qu'on écoutait la musique? Voilà. C'est aujourd'hui un système de sauvegarde qui existe toujours. Il y a des gens qui utilisent les sauvegardes sous bande. Donc, rapatrier physiquement les bandes dans votre data center, les mettre dans votre lecteur et les restaurer pour les mettre sur vos systèmes. Donc ça prend un temps infini. Voilà. Tout ça, ça dépend, en fait, du besoin de votre client et des applications, de l'importance des applications que vous allez redémarrer. Voilà, donc c'est ça ma vue qui a changé en fait. Cet objectif, c'est d'être cyber résilient, de permettre aux entreprises d'avoir une philosophie de résilience qui leur permette de redémarrer facilement et de redémarrer proprement et correctement. Voilà, c'est ce pourquoi aujourd'hui je me bats, parce que quelque part, si vous êtes plus impacté par un incident cybersécurité au niveau de la disponibilité de vos données, quelque part l'impact, comme vous disiez, sur la production et sur la distribution d'essence, vous l'avez plus. La cybersécurité, c'est aussi pour vous une responsabilité collective avec un langage commun. Mais comment vous faites concrètement pour embarquer des équipes non techniques, par exemple les équipes métiers, qui vont pas forcément parler ce langage cybersécurité, ou alors pour vous adresser à des membres du COMEX qui sont pas autant techniques? Alors c'est simple en fait, quand vous avez un incident cyber, tout le monde est embarqué dans la crise, que ce soit les équipes métiers qui vont définir quelles sont leurs applications à redémarrer, ou que ce soit les administrateurs ou les utilisateurs finaux. Ça fait partie de la crise. Après, s'adresser aux personnes avec le bon langage, c'est un peu notre responsabilité à nous, côté sécurité. C'est pas forcément de faire peur aux gens, mais en fait, il faut avoir, j'aime bien l'image d'une de mes collègues qui expliquait qu'en fait, un bon RSSI, c'était une main de fer dans un gant de velours. Voilà, il faut absolument rien lâcher. Comme vous le disiez, un simple password peut être la source d'un problème majeur de sécurité. Comme aujourd'hui, un simple oubli d'un backup peut être aussi un problème majeur, ou comme un simple oubli ou non prise en charge des tests de restauration peut être aussi un problème majeur pour l'entreprise. En fait, c'est une continuité. Il faut se dire que la cyber-résilience, c'est vraiment une philosophie. C'est une philosophie d'entreprise qui doit être adaptée avec des outils d'entreprise, mais c'est une philosophie d'entreprise. Et cette philosophie, elle doit être portée par le CTO, par le CIO, par l'administrateur et par l'utilisateur final qui, lui, possède la clé. Vous vous rappelez le petit password qui a été perdu dans votre histoire. Et en parlant de travailler avec d'autres équipes, est-ce que pour vous, le DevSecOps, c'est une extension naturelle du rôle du RSSI? Et comment ça se traduit ça chez Kyndryl? Alors, chez Kyndryl, on l'a porté en 2 sujets. Alors, ça va vous faire rire, en fait. On a mis en place un passeport cyber chez nous. On s'est dit que la cybersécurité, vous imaginez, on est administrateur des systèmes, donc de nos entreprises, de nos clients. Donc, on peut pas se permettre de faire une impasse sur la partie sécurité. Donc, en fait, on a administré un passeport cyber. C'est-à-dire que chaque personne chez nous a des points. Et avec ces points, il peut obtenir des nouveaux points en faisant des formations sécurité, mais il peut aussi en perdre s'il fait des actions qui ne sont pas correctes. Alors, c'est pas dans un but répressif, en fait, c'est dans un but de faire parler. Vous savez, les Français, quand vous commencez à les attaquer avec un passeport à points ou avec un permis à points, quelque part, ça fait énormément parler. Faire parler de la sécurité, c'est toujours une bonne chose. Expliquer le pourquoi on a mis ce système en place, c'est juste faire prendre conscience aux gens de l'impact de leurs actions, de l'impact de leur code sur les environnements que l'on administre. Voilà. C'est juste des points comme ça. Après, évidemment, dans chacune de nos équipes, on a impliqué des champions cyber. Alors, pour moi, c'est simple. C'est extrêmement simple parce que comme je suis une entreprise d'informatique, j'ai des spécialistes dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais parler réseau, quand je vais parler DevSecOps, quand je vais parler infrastructure, cloud, c'est très simple. Il suffit simplement de m'asseoir à côté d'un architecte ou d'un spécialiste dans le domaine et de discuter avec lui. Voilà. Ça, c'est une chance pour moi. C'est-à-dire que les convaincre sur les problématiques sécurité, c'est quelque chose de simple. Apprendre de ces nouvelles technologies, le savoir, il est pas chez moi, il est chez eux. Donc, en fait, mon objectif à moi, c'est juste de leur faire prendre conscience de l'importance de la sécurité et commencer à mettre en place cette sécurité dès les premières installations des nouvelles technologies et dès les premières utilisations des nouvelles technologies qu'on va mettre en place.
Si vous êtes d'accord, Sandra, on va parler un petit peu d'IA, comme on le fait régulièrement dans ce podcast, parce que c'est le sujet qui passionne tout le monde. Selon une étude Splunk, seuls 6% des RSSI utilisent aujourd'hui une IA argentique, mais beaucoup sont en train de la tester. Comment la voyez-vous chez Kyndryl ? Est-ce que c'est un pilier essentiel ? Alors, c'est un pilier essentiel de notre stratégie déjà. On a été formé à l'IA déjà il y a un peu plus d'1 an. En fait, on a partagé l'IA avec tous nos systèmes. On a une IA privée en fait chez nous. C'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on travaille, c'est très simple. On a un bouton, en fait, soit on travaille en interne, soit on travaille en externe. Donc, on a géré notre IA avec les accès comme un jumeau numérique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je me sers de l'IA ou quand je me sers des agents IA que je vais pouvoir générer, ils auront les mêmes droits que moi. Donc, en fait, toutes les données qui seront traitées, tous les accès que l'IA aura, elle les aura exactement comme mon double numérique. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a traité dès le début. En plus, d'un point de vue sécurité, on a affaire à une énorme quantité de données. Quand vous disiez c'est juste un simple password qui a été perdu, pour l'incident dont vous avez parlé, avant qu'on arrive à comprendre que ça venait de ce password, je pense qu'il y a des personnes qui ont dû analyser des milliers de données, des centaines de gigas de données pour arriver à comprendre que l'impact, c'était le simple password d'un poste de travail de quelqu'un qui avait été perdu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'IA va pouvoir nous aider. Nous, chez Kyndryl, on a monté une solution qui s'appelle Kyndryl Bridge, avec un système qui s'appelle IOPS et qui nous permet, en fait, avec toutes les données non structurelles que l'on a de nos systèmes d'information, d'avoir une vue prismatique. En fait, moi, en tant qu'RSSI, quand je vais me connecter, je vais avoir la vue sécurité et des dashboards totalement transparents et ouverts à nos clients. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous a accompagnés dans la transparence et dans le partage avec nos clients et qui nous permet justement d'avoir ces vues, comme vous parliez tout à l'heure, une vue pour le CTO, une vue pour le CISO, une vue pour le COMEX de l'état de l'infrastructure des clients. Voilà. L'intelligence artificielle, ça peut aussi être une source d'inquiétude. On pense aux fuites de données, au shadow AI, des hallucinations propres à l'IA. À partir de quand, pour vous, ça devient même un risque à encadrer strictement ? À partir du moment où on l'installe sur un système, à partir du moment où on s'en sert. En fait, c'est au D0 qu'il faut vraiment traiter ces sujets-là. On l'expliquait tout à l'heure, en fait, la sécurité doit être traitée au moment où vous installez un nouveau système, une nouvelle technologie dans les environnements. Alors, de l'IA qui surveille l'IA, oui, on a déjà vu ça et c'est ce qui va certainement arriver un jour pour la donnée qui sort de l'IA et toutes les hallucinations qu'on peut avoir. Avoir une structure qui corrige les données principales qui sont envoyées à l'IA, oui, c'est des choses dont on parle. Et en fait, comme on le disait, un humain sera toujours là pour vérifier la donnée qui sera sortie par l'IA. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. L'accès à la donnée, pour nous, c'est plutôt du zéro trust, en fait. C'est quelque chose qu'on va traiter comme, je l'expliquais tout à l'heure, notre jumeau numérique qui accède à la donnée. Il faut le voir comme ça. L'IA peut faire tout ce que vous pouvez faire, peut lire tout ce que vous pouvez lire et peut analyser tout ce que vous pouvez analyser. Donc ça, il faut bien le comprendre sur la partie access management et zéro trust. Sandra, Kyndryl opère dans des dizaines de pays, presque 60. Comment est-ce que la situation mondiale actuelle et les réglementations régionales, je pense aux européennes par exemple, influencent votre stratégie ? Alors, pour la partie France, les réglementations sont quelque chose qui est très important pour nous, RSSI. C'est un cadre pour nos entreprises, donc quelque chose qu'on souhaite aussi promouvoir. Donc, on travaille aussi avec l'ENSI dans des groupes de travail. On est certifié pour nos auditeurs, donc PASI, à travers l'ENSI. On est en train de certifier aussi tous nos experts et tous nos consultants sur la partie conseil avec la partie PAX de l'ENSI. On fait partie du cybercampus de Paris. Je suis moi-même au cybercampus qu'on est en train de monter à Sophia Antipolis dans la région sud-est. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que pour tous les RSSI, toutes les réglementations, c'est un cadre qui permet de donner une structure à notre travail. Alors, une dernière statistique issue de ce rapport du RSSI, 78% des RSSI s'inquiètent aujourd'hui de leur responsabilité personnelle en cas d'incident majeur. Est-ce que ça, c'est une pression que vous ressentez au quotidien et comment ça va influencer vos décisions stratégiques ? Alors, quand on a un incident cyber, je pense qu'il y a 2 points qui sont importants pour le RSSI. Déjà, c'est la prise de décision que l'on va prendre pour endiguer l'incident. Donc, est-ce qu'on va isoler qu'une seule partie des systèmes? Est-ce qu'on va isoler l'intégralité des systèmes? Donc, c'est quelque chose qui est impactant. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que c'est plein de questions qu'on se pose en permanence? Le deuxième sujet aussi qui est important, c'est est-ce que les mesures que l'on aura mises en place pour sécuriser l'environnement avant le redémarrage des systèmes, est-ce qu'elles sont suffisantes? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose souvent. Quand on est en crise, peut-être que le premier impact, comme vous l'expliquez tout à l'heure, c'est l'humain qui a perdu son password et qui l'a exposé. Mais c'est souvent l'humain qui résout les problèmes.
derrière toutes les solutions de restauration, de résilience, d'analyse, ce sont des humains. Donc quand vous embarquez toute une équipe dans une crise, vous embarquez toutes les personnes qui vous font confiance. Vous êtes vraiment souvent un peu le leader charismatique sur lequel beaucoup de personnes vont s'appuyer pour la restauration des environnements. C'est un poids qui est sympa, mais c'est un poids qui peut être lourd parce que vous vous dites que si jamais vous n'avez pas pris la bonne décision, c'est pas vous qui la prenez non plus. Cette décision, elle se fait avec le COMEX, évidemment. Elle se fait avec le directeur de production. Elle se fait avec le responsable des applications. Tout le monde est embarqué dans ce système-là. Et cette responsabilité, elle est portée par la cellule de crise. Mais n'empêche que vous avez toujours une petite voix dans votre tête qui se dit, mais est-ce que c'est la bonne décision ? Si jamais on retombe une deuxième fois, est-ce que les équipes seront en capacité de se relever une deuxième fois ? Est-ce qu'on n'a pas embarqué les personnes encore trop loin ? Voilà, on a beaucoup de personnes qui sont passionnées chez nous et qui sont vraiment dévouées à leurs clients. Donc, dans ce genre de crise, tout le monde donne 300% de soi-même pendant parfois des heures pas possibles, des journées, des nuits, des semaines. C'est aussi une responsabilité humaine et pas qu'une responsabilité sur des applications, sur des systèmes, sur de la donnée. En quelques mots, comment est-ce que vous voyez le rôle du RSSI ou du CISO évoluer dans l'avenir ? Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement positive, mais vraiment d'extrêmement positive. La situation géopolitique aujourd'hui, on va dire que me tarabusque un petit peu. Les attaques dont on parle, qui sont des attaques qui sont destructives, me tarabusquent aussi encore plus. Et dans mon rôle de RSSI qui parle d'anticipation, quelque part il faut se préparer à une crise, c'est la préparation qui fait la rapidité d'exécution et qui fait la résolution d'une crise en fait. C'est tout ce travail de préparation. Être résilient, être cyber-résilient, c'est surtout être entraîné et être préparé à gérer ces crises. Voilà, je me dis que cette préparation sera encore plus difficile et douloureuse que celle que l'on fait aujourd'hui. Je me dis que la main de fer dans le gant de velours, il faut pas perdre le gant de velours. C'est ce que je me dis là-dessus. Et ça, c'est ce qui me tarabusque le plus aujourd'hui dans les situations que l'on vit au niveau de nos entreprises. Vous parliez d'alimentation en essence. On parle d'applications vitales aujourd'hui en France, dans nos entreprises. Moi, je dis à définir ces applications vitales pour une entreprise, mais pour la France, quelles sont les applications vitales ? Heureusement, l'ANSSI a fait un énorme travail de qualification des applications vitales pour les entreprises. Il y a eu énormément de communication et je vous invite à lire tous ces petits guides qui sont faits par l'ANSSI, qui sont très bien faits. Mais n'empêche que, est-ce qu'on est suffisamment entraîné pour pouvoir restaurer les systèmes ? Est-ce qu'on est suffisamment résilient et cyber-résilient pour limiter l'impact d'une crise majeure ? Voilà. C'est plutôt ça aujourd'hui. Le rôle des RSSI, c'est vraiment ça. La cyber-résilience, ça va devenir vraiment, pour moi, pour demain, la priorité numéro 1. Et je pense que ce sera pour beaucoup d'entreprises. La question habituelle de ce podcast, quel super pouvoir vous souhaiteriez avoir dans le cadre de votre travail ? Je vais revenir sur la résilience et la cyber-résilience parce que j'adore parler de cyber-résilience et je trouve que c'est vraiment le point le plus important. Le vrai super pouvoir pour moi, c'est pas d'éviter les attaques, mais c'est d'en limiter l'impact. Et surtout l'impact sur la perte d'activité et de redémarrer proprement. Voilà, redémarrer proprement, ça veut dire redémarrer sans redonner la main à l'attaquant. Voilà, parce que l'attaquant qui revient sur les systèmes, c'est compliqué. Voilà, pour moi, c'est ça le vrai super pouvoir. C'est vraiment de limiter ces systèmes-là et d'être vraiment des cyber-résilients par nature. Et pour finir, est-ce que vous avez une super-héroïne ou un super-héros du numérique à nous recommander pour un prochain épisode et pourquoi ? Alors, j'ai rencontré dans ma vie quelqu'un qui était extraordinaire sur la partie Zero Trust. Vraiment, c'est mon mentor dans tous ces systèmes-là. Et je trouve que ça va bien aussi avec la cyber-résilience parce qu'on parle, vous parliez de password, vous parliez d'access management. En fait, on parlait de maison, de clés. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de notre monde numérique. Cette fameuse clé, ce fameux accès à la donnée. Donc, c'est Laurent Gélus qui, pour moi, est un des majeurs du monde du Zero Trust. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui parlait aussi bien de ces domaines-là. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde de le rencontrer. Merci beaucoup Sandra Maury. Merci à vous de m'avoir écouté, Bertrand et Audrey, c'était un plaisir. Merci d'être passé dans ce rendez-vous. Vous étiez l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, filiale de Cisco, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Comme pour chaque numéro, l'histoire en intro et l'accompagnement éditorial de ce podcast était signé Audrey Williard. Merci Audrey. Merci à vous deux. Et de mon côté, j'ai pris en charge l'animation et le montage de cet épisode. On vous remercie tous vraiment avec Audrey, sincèrement une fois de plus, de votre fidélité à ce rendez-vous. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, de partager des étoiles et des commentaires qui nous aident à toujours mieux faire connaître les résilients. Et évidemment, vous avez accès à tous les épisodes précédents sur les principales plateformes de podcast. Ce sera l'occasion d'ailleurs de vous abonner au passage. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle rencontre. À très vite donc.
Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus de cas concrets en matière d'observabilité et de sécurité, rendez-vous sur le site de Splunk.